Une personne sur 5 en Belgique court un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le service public fédéral. Et cela sera le sujet de notre nouveau podcast « Les extrémismes se jouent-ils de la précarité et comment ?» 400.000 nati nell'ultimo anno in Italia, non è un inverno demografico, signori, è una glaciazione. Dans le 3e millénaire, vive la République, vive le peuple, vive la France! Beste Vlaamse vrienden, we staan hier vandaag. Ennyi ellenfelünk egyszerre még sosem volt. Kedves barátaim, hatalmas győzelmet arattunk. La lutte contre la pauvreté est donc un enjeu démocratique majeur. C'est pourquoi, dans le cadre du récent plan d'action européen en droits sociaux, la Belgique s'est donné l'objectif de sortir 280 000 personnes de la pauvreté à l'horizon 2030. Selon les Nations Unies, la pauvreté, c'est le manque de revenus, de développement humain, santé, éducation, logement et d'exclusion sociale. L'exclusion sociale, c'est se sentir en dehors de tout ce qui fait société, en ce compris la politique, les élus, les partis et les élections. Vous me voyez venir. Cette manne de gens qui se sentent oubliés, est-ce que les partis d'extrême pourraient s'en saisir? C'est ce que j'ai demandé à quelques intervenants. Bienvenue donc dans ce podcast 7, les extrémismes et la précarité. Commençons par poser le cadre de notre société actuelle. Cette contextualisation, je l'ai demandée à Jean-Pascal Labille, secrétaire général de l'Union nationale des mutualités socialistes Solidaris. On est aujourd'hui dans une société qui fait face à de nombreux bouleversements, qu'ils soient politiques, environnementaux, sociaux, climatiques, financiers, etc. Donc on a incontestablement une tendance lourde, c'est que la vie des gens se dégrade et que ces gens se sentent aujourd'hui méprisés, abandonnés. Ils ne croient plus en la capacité de l'État à les aider et en même temps ils demandent à des acteurs de les aider. Donc il y a une forme d'injonction perverse. Et ils ont le sentiment qu'ils doivent se débrouiller seuls. Ça, c'est un peu le contexte rapidement brossé. Et donc, on a alors, dans un contexte comme celui-là aussi, des inégalités sociales qui se creusent. Voilà. Pour prendre un exemple, depuis 2020, les 5 personnes les plus riches au monde ont doublé leur fortune. Donc, on a une concentration des richesses dans les mains de quelques personnes et une dégradation de la vie pour le reste de la population. Même en Belgique, 1% des plus riches possèdent plus de 30% des actifs financiers. Donc on voit bien que la redistribution équitable de la richesse, ça ne se produit pas. Et donc on a des gens qui ont le sentiment à ce moment-là d'être abandonnés, de ne plus être en capacité d'être aidés par l'État. Et donc, ils se sentent coincés dans des réalités qui les dépassent. Et souvent, d'ailleurs, ces personnes ont elles-mêmes été victimes d'une forme de stigmatisation, ont rencontré des tracasseries administratives. Et donc, elles se disent que la classe politique traditionnelle, quelle qu'elle soit d'ailleurs, n'est plus en capacité d'apporter des solutions à leur vie. Et puis, à côté de cela, donc on a ces personnes qui sont dans cet état d'esprit. Et à côté de cela, on a des entrepreneurs de la haine, comme je les appelle, qui ont bien compris le fond de l'air et qui soufflent sur les braises du rejet de la classe politique traditionnelle et avec une extrême droite, par exemple, qui paraît en dégager ou dessiner un horizon enviable. On en arrive même parfois à demander un chef fort qui va régler tous les problèmes. Or, on sait très bien que ce n'est qu'un leurre. Les politiques d'extrême droite se tourneront d'abord vers les plus faibles, c'est-à-dire ceux qu'ils sont en train de draguer pour le moment. C'est en cela qu'effectivement, la précarité, de par le fait que les gens se sentent abandonnés, et de par le fait qu'ils trouvent dans les discours de l'extrême droite ou dans des discours populistes, et on l'a vu que ce soit avec Trump, Bolsonaro ou le président argentin, ou même en Italie ou en Hongrie, ils trouvent là, quelque part, des voix qui leur semblent correspondre à ce qu'ils demandent. Mais c'est un réel leurre, et c'est en cela qu'il faut démonter toutes les politiques d'extrême droite
Non, aujourd'hui, la politique de Mme Meloni en Italie n'est pas sans conséquences sur, par exemple, la liberté de la presse ou le droit des femmes. Et je pense qu'on doit beaucoup plus s'attacher à expliquer quel projet de société l'extrême droite a. On le connaît, mais peut-être faut-il encore plus l'expliquer. Donc oui, la précarité peut être vulnérable face à des discours d'extrême droite. Alors, allons sur le terrain. Lorsque pour le podcast précédent, j'avais rendu visite à Fatima Chaban, à Angleur, dans son épicerie solidaire, j'avais croisé Monique, 64 ans, et je lui avais demandé si elle se sentait un peu lâchée par les politiques. Réponse: je trouve qu'elle devrait quand même participer. Hein. C'est la moindre des choses. Hein. Quand vous voyez tous les travaux qu'il ne faut pour rien, c'est vrai. Hein. Des fois, comme ici à Boncel, il faut des travaux, je ne sais pas, pour des milliers d'euros. Là. Il ferait mieux d'aider les gens qui n'ont rien. Hein. Vous ne les comprenez plus? Non, non, pas du tout. Je trouve quand même que il devrait mieux concerner les gens de chaque, de chaque quartier, quoi. Moi, je suis très contente d'avoir ici. On m'a aidé beaucoup. Même quand j'étais sinistrée, on venait même chez nous apporter des plats chauds. C'était magnifique, hein, ça. Ce qu'évoque Monique, c'est le fabuleux élan de solidarité qu'a connu la région liégeoise lors des terribles inondations de l'été 2021. Mais croit-elle encore dans les élus de sa commune et ira-t-elle voter? Oui. Vous trouvez ça important? Oui, hein. C'est quand on voit tous les gens... On ne fait que la publicité partout et tout le monde qui veut faire tout. Et il n'y a personne qui fait rien, en fait, compte. C'est juste, hein. Vous donnerez quand même votre confiance à un parti. Je ne vous demande pas lequel, chacun... Ce qui m'a aidé, surtout. Oui. Hein, parce que moi, j'ai toujours bien aimé ici, la sympathie, tout le monde... Et je trouve ça sympa que les gens viennent travailler bénévolement, surtout. Mais nous, on n'est pas candidats ici, hein, je te le dis. Hein. Ah oui, c'est bien. C'est certain, si Fatima était candidate, elle raflerait les voix de beaucoup d'habitants d'Angleur. Mais en attendant, lorsque l'on parle d'élections et de partis politiques à Monique, elle revient sur la solidarité. Elle s'écarte assez vite des partis traditionnels, comme si cela ne la concernait guère dans son quotidien. Pour analyser avec un peu de recul ce phénomène de société, je suis allée voir Christine Mailly, qu'on ne présente plus. Allez, je vais quand même le faire. Elle est secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Christine, elle se bat depuis des années pour défendre les plus fragiles, en nombre croissant, dit-elle. Pour elle, la question n'est pas la précarité, mais l'injustice. C'est pas la précarité, j'ai envie de dire, qui est un terreau fertile pour les extrémismes. Je pense que c'est l'injustice subie de longue date face à des droits rendus inaccessibles, qui met en colère les gens et qui pousse parfois les gens à faire des comparaisons entre eux sur leur situation respective et qui alors parfois, j'ai envie de dire, mettent un flou sur la compréhension des choses. Donc on va chercher chez le voisin, chez le chômeur, chez la personne étrangère, chez la personne malade, par comparaison, mais regarde, il a plus facile que moi, il a moins facile que moi, etc. Et alors, ce qui s'applique là-dessus, c'est évidemment une forme de manipulation de discours, politiques extrémistes, notamment extrémistes et extrême droite, qui vont utiliser ça et instrumentaliser ça par un propos simpliste qui va rencontrer l'intérêt des gens, puisque la complexité de ce qu'ils ont vécu n'est pas suffisamment prise en considération, je veux dire, par les partis démocratiques qui font des choses, mais qui depuis trop longtemps ne règlent pas les droits de base vitaux dont on a besoin pour exister, le droit au logement, à l'énergie, à l'eau, à l'alimentation, sans devoir les tendre la main, le droit à la santé, le droit à un enseignement gratuit et qui réussit avec tout le monde. Voilà une base, le droit à la mobilité. Et donc, je pense que ce sont ces colères-là qui peuvent pousser à s'entendre reconnus dans la voie d'extrémistes qui vont alors instrumentaliser, j'ai envie de dire, les gens pour les tirer vers eux, parce que leur mécontentement est grand. Mais leur mécontentement est très souvent juste, parfois, voilà, mais très souvent juste, et ça doit interroger, j'ai envie de dire, toutes les formations politiques démocratiques quant aux priorités qu'il y a à porter quand on décide d'être en politique ou de porter une société. Selon Christine Mailly,
certaines personnes évoquent les partis extrêmes, mais ils ne sont pas majoritaires. Alors oui, il y en a. Maintenant, il y a plus de gens qui disent je n'irai pas voter. Dans les gens que nous rencontrons et qui disent c'est fini, pourquoi croire encore en ça, la politique de toute façon c'est un peu une fumisterie, on nous raconte des choses, ça n'arrive pas, etc. Après, il y a aussi des gens qui partent de ce point de vue-là, et puis quand on met sur la table du travail, de réflexion ensemble, de voir les combats menés, des choses qui ont avancé, des choses qui n'avancent pas, des choses qui reculent, etc., qui réentrent dans une motivation de lutte pour les plus forts. Mais on peut comprendre le découragement de certains. Quand pour des gens... La vie, il n'y a pas de progression possible depuis longtemps et on ne voit pas comment la progression pourrait advenir. C'est compliqué de continuer à garder confiance. Donc c'est la confiance qui est fortement érodée. Alors oui, on a des personnes qui disent je vais voter extrême, mais je dirais que c'est plus je ne veux plus en entendre parler, ça ne m'intéresse plus, qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Ou alors, une autre forme d'extrémisme qu'on entend, c'est il faut renverser la table et recommencer tout à zéro, donner le pouvoir aux citoyens, inventer une nouvelle constitution, et donner le pouvoir aux citoyens parfois avec une grande naïveté en pensant que tous les citoyens pensent dans la même direction, parce que donner le pouvoir aux citoyens, c'est forcément se confronter à la diversité, c'est forcément se confronter à des possédants, des non-possédants, des entre les deux, etc. C'est forcément ne pas trouver nécessairement les gens qui tirent dans la même direction. Donc c'est parfois un peu avec la naïveté de penser que le rapport de force n'existera pas entre citoyens. Mais de nouveau, c'est dû à un mécontentement massif. Bruno Coleman, économiste, professeur et essayiste belge. Je pense que les personnes qui sont en décrochage, en précarité, en pauvreté, subissent en fait de multiples décrochages scolaires, culturels, mais aussi un décrochage citoyen. C'est-à-dire que la confiance qu'ils attribuent à l'État est en fait en train de disparaître. Et donc, quand il y a un Deus ex machina qui arrive avec une solution simpliste, ça les attire parce que ça donne l'impression du grand bouleversement qui va nettoyer un ordre établi qui les oublie. Donc je pense qu'effectivement, il y a une relation très forte entre la déshomogénéisation de la société sociale et l'attrait pour des extrêmes, quels qu'ils soient. On dit souvent que les extrêmes veulent un détricotage de l'État social, de ce socle solidaire, qui offre un filet de sécurité aux plus démunis. Alors ces personnes risquent-elles de voter contre leurs intérêts propres ? C'est plus pervers que ça, parce que je pense qu'il y a certains extrêmes qui ont des politiques nationales socialistes, c'est-à-dire qui sont nationalistes, souverainistes, au motif que les étrangers sont la cause de tous les maux. Et ce qui est en fait une logorrhée qui commence à percoler dans la société. Et d'autre part, ils vont mettre sans doute en œuvre des politiques égalitaristes. Donc je ne pense pas que les personnes qui vont voter pour les extrêmes soient automatiquement déçues. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça exprime un désarroi par rapport à une classe politique, par rapport à un système économique qui les a oubliés. Et donc, quand je dis qu'il y a à peu près 30% de la population qui est en pauvreté ou précarité, ça correspond plus ou moins, finalement, à un tiers de la population, au tiers d'extrêmes qu'on va voir dans le Parlement fédéral bientôt en Belgique. Encore que moi non plus, je ne range pas du tout l'extrême gauche de la même manière que l'extrême droite. Je pense que l'extrême gauche est un complément à la gauche, l'extrême droite, là on parle d'autre chose. Un autre Bruno, Beaurain cette fois, ne dit pas autre chose. Bruno Beaurain, il est politologue, secrétaire général du GRECEA, groupe de recherche pour une stratégie économique alternative. Il est également membre du GRACOS, groupe d'analyse des conflits sociaux, où il suit, entre autres, les développements des conflits sociaux chez Ryanair. Il y a eu des études qui ont démontré que le vote d'extrême droite n'était pas toujours, et seulement, en termes en tout cas comparatifs, relatifs, n'était pas nécessairement un vote des plus précaires. Alors, inévitablement, quand une classe ouvrière n'a plus un récit de gauche sur lequel s'appuyer, oui, il peut y avoir des déceptions, etc., mais l'électorat de l'extrême droite, si on parle je ne pense pas, n'est pas seulement composé de gens qui sont tombés dans la précarité. Ça, c'est une fausse idée. L'électorat de la NVA ou du Vlaams Belang en Flandre, ce n'est pas seulement
des gens qui sont en situation de précarité, loin de là. Et vivre hors système, est-ce utile? Est-ce possible? Est-ce une autre forme d'extrémisme que de se retirer du monde volontairement? Christine Mailly. Ce qu'on entend aussi, c'est des gens alors qui sont non seulement pour la vie, pour le côté politique et les élections, mais pour la vie en général, dans une espèce de retrait en disant on va essayer de créer une autarcie entre nous. On va se retirer, on va essayer de produire notre alimentation nous-mêmes, notre énergie, de ne plus avoir besoin en fait de rien du système. Ce qui est aussi, moi je comprends de nouveau la colère, je comprends la tentative, les expérimentations, il y en a qui sont intéressantes, mais en même temps, je pense qu'on ne peut vivre de façon juste que relié aux autres, et on sait aussi que pour avoir des dispositifs de solidarité, on doit les créer pour la masse et avec la masse et la quantité. On ne peut pas avoir un dispositif de sécurité sociale adapté à un groupe de 40 personnes qui vivent en autarcie. Oui, ils vont pouvoir un peu bricoler, mais quand il y a des choses sérieuses, ça ne va plus marcher. Donc c'est parfois des retraits par rapport au système, et c'est aussi des formes de colère que je comprends, mais qui sont des formes d'extrémisme dans la manière de voir les choses, et qui atteignent parfois la construction de points d'appui quand même sur lesquels il faut encore se reposer aujourd'hui. Quand on dit qu'il faut balayer la Constitution et la réécrire totalement, je pense qu'à un moment où on peut avoir de l'extrême droite au pouvoir, on n'ouvre pas une Constitution qui malgré tout est protectrice, même si à l'intérieur il y a des choses à faire évoluer. On ne balaye pas une sécurité sociale qui, même s'il y a des coups de canif qui ont été donnés dedans par rapport aux chômeurs, ou même s'il faut encore la nettoyer du statu quo habitant par exemple aujourd'hui, reste quand même un dispositif solidaire, parmi les meilleurs, je veux dire, aujourd'hui. Donc comment ne pas amener à jeter le bébé avec l'eau du bain, à la fois sur les dispositifs collectifs, à la fois en matière politique, et ne pas être dans l'utopie totale de si tout revenait dans les mains des citoyens comme ça, de façon pas nécessairement, totalement différemment structurée, ça marcherait. Mais alors, il faudrait rééduquer à la démocratie, réinventer la démocratie. Mais d'ailleurs, c'est quoi faire démocratie, Bruno Borin? C'est un ancien ministre libanais qui disait « il n'y a pas de démocratie sans démocrate ». Je pense que les deux choses se renforcent. Vous pouvez mettre des institutions de la démocratie en place, des exécutifs syndicaux, des réunions, vous pouvez multiplier les espaces de démocratie. Si les gens ne sont pas éduqués, je vais le dire comme ça, à la délibération, au débat, à l'argumentation, ces espaces sont vides de sens. Et à l'inverse, si vous permettez aux gens de gagner en capacité de démocratie, de gagner en capacité de citoyenneté, mais que vous ne leur mettez pas, que vous les mettez tous sur Facebook, chacun derrière son ordinateur, ça ne fonctionne pas non plus. Et donc ça, je pense que c'est tout un enjeu d'éducation permanente, de retrouver les deux. Une éducation à la... C'est quoi être un démocrate, quelque part? C'est quoi faire démocratie? Et dans notre autre sens, de permettre de dénumériser l'éducation permanente. On a vécu, par exemple, pendant 2 années de Covid où on a fait beaucoup d'éducation permanente par l'électronique, par le numérique. Et les résultats, je pense, sont très mitigés, pour le dire gentiment. La fameuse éducation permanente qui permet d'aller questionner, informer, toucher au cœur de notre société les citoyens moins au fait des questions démocratiques. L'éducation permanente donc, par un tas d'actions, c'est redire ce qui nous permet en 2024 d'être libres, de vivre ensemble, mais en éveillant à la fragilité de tout ça. Pour Jean-Pascal Labille, il faut d'abord redéfinir ce qu'est le pacte social. Il faut en revenir un peu à ce qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale. Donc ce fameux pacte social, ce compromis entre capital et travail, donc entre patrons et représentants des travailleurs, qui permettait à la protection sociale d'exister. Et donc on a démarchandisé une grande partie du produit intérieur brut, donc c'est-à-dire de la richesse produite, pour construire la protection sociale. Il faut rappeler qu'un État social, ça repose sur des services publics, sur une protection sociale et sur le droit du travail. Et quand on regarde ce qui s'est passé ces 20, 30, 40 dernières années, systématiquement et de façon méthodique, ces 3 piliers de l'État social ont été attaqués et démantelés. On a beaucoup privatisé dans les services publics
quand on voit les attaques qu'on subit encore aujourd'hui en protection sociale sur les pensions ou sur les soins de santé, et quand on voit les flexi-jobs, pour prendre un exemple, dans le droit du travail, le droit de grève qui est aujourd'hui menacé, donc l'État social est évidemment dans cette logique une cible privilégiée tant pour ces politiques néolibérales que pour l'extrême droite. Et aujourd'hui, on doit faire ce lien entre ces politiques néolibérales extrêmes qui veulent tout privatiser, pour lesquelles seul l'argent compte, l'humain ne compte pas. Ce sont des politiques qui finalement détruisent l'humain, détruisent l'environnement et détruisent la démocratie. Et je crois que le quatrième pan qui va être attaqué après les trois que je viens d'évoquer, ça sera la démocratie. Et là, on tombera alors dans des démocraties illibérales, comme on les voit en Hongrie et déjà en bonne partie en Italie. Et c'est là que l'extrême droite alors arrivera au pouvoir. Et quand on voit comment la France se comporte aujourd'hui, les médias aussi qui jouent un rôle extrêmement important, ces médias qui sont dans les mains de multimilliardaires, comme Bolloré par exemple, on se dit l'extrême droite va arriver. Et la petite musique commence un peu à passer dans la tête des gens. La sécurité sociale, ça coûte trop cher, donc il faut diminuer. Avec les inconséquences des partis traditionnels, notamment de droite, singulièrement de droite, ceux qui avaient dit au moment de la crise sanitaire, la santé c'est sacralisé, c'est sacré, on va la refinancer et plus personne n'y touchera, ce sont les mêmes, M. Michel, M. Boucher, Mme Wilmès, qui nous disent aujourd'hui, des pognon dingue quand même dans la protection sociale, on va évidemment faire des dépenses, des coupes dans les dépenses en soins de santé. Donc c'est tout ce cercle vicieux-là dans lequel on est aujourd'hui. Et donc effectivement, précarité, extrême droite, démantèlement de l'État social, politique ultralibérale et menace de destruction de la démocratie sont intimement liés. Jean-Pascal Aby, est-ce que oui ou non ça coûte cher, la Sécu et tout cet État social? Mais ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Je pense que c'est un devoir moral de l'État que de permettre à des gens de se soigner, d'avoir accès à des soins de santé de qualité, d'avoir une pension qui permet d'avoir une vie digne. Ce sont les grands principes de la protection sociale. Mais il y a un autre principe qui est important quand on crée un système de protection sociale, c'est la cohésion sociale. C'est faire aventure humaine commune. C'est que tout le monde est embarqué et est protégé. À la fois avec un filet de sécurité, parce que tout le monde peut avoir un problème, et une échelle pour sortir de l'état de dépendance quand les personnes le peuvent. Donc non, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Et quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est qu'on évoque les charges sociales comme étant une charge, mais non, c'est un salaire différé. Quand on a créé la protection sociale, les travailleurs ont laissé une partie de leur salaire, en l'occurrence les cotisations sociales, qu'elles soient personnelles ou patronales, pour pouvoir avoir accès à des mécanismes de protection sociale. Donc c'est un salaire différé. Donc les mots ont leur importance, et il faut bien avouer qu'aujourd'hui, la bataille culturelle, l'hégémonie culturelle, comme disait Gramsci, la bataille des mots, elle a été gagnée pour le moment par la droite. Mais elle l'avait été pendant 30 ans par les progressistes et par la gauche. Donc c'est ce combat-là qu'il faut reprendre aujourd'hui. Le plus difficile est sans doute de faire face à ce concept de responsabilité individuelle, une vision poussée par certains qui insinuerait que si l'on est malade, invalide, pauvre, c'est notre faute. Ça aussi, pour Jean-Pascal Aby, c'est une façon évidente de laisser sur le bord de la route toute une partie de notre société. Ça, c'est la théorie et la thèse développée par la droite, c'est-à-dire la responsabilité individuelle des gens, en faisant abstraction complète de l'environnement dans lequel la personne se situe. Qu'il y ait des politiques pour reprendre, par exemple, les malades, que nous puissions aider des personnes à reprendre le travail, pour autant que ce soit sur base volontaire et que ce soit possible pour la personne et médicalement possible, oui. Mais ce n'est pas la responsabilité individuelle de la personne, mais on voit bien les tenants de ces politiques-là, et parfois même à gauche, les sociodémocrates peu protestants comme ça, pour qui il faut d'abord avoir mal pour être bien, qui veulent remettre les malades au travail, et s'ils ne veulent pas y aller, il y aura une sanction, la même chose pour les chômeurs, et ce sont des politiques totalement inefficaces, on le sait, mais c'est très ancré culturellement dans la tête d'un certain nombre de personnes, et malheureusement parfois également à gauche. Mais il reste une autre gauche, vais-je dire, qui, elle, a bien compris que ces politiques étaient totalement inefficaces. Donc plutôt que de stigmatiser, que de sanctionner ces personnes, il faut les aider à avoir une vie digne et à se réinsérer dans le circuit du travail quand ils le peuvent.
Stigmatiser ces personnes, bien des politiques le font. Sauf peut-être en période électorale. À l'approche du jour fatidique, ils se souviennent subitement que ces voix-là sont importantes et plongent au cœur des quartiers défavorisés. Ça s'appelle du clientélisme et pour Brio Wathelet, conseiller politique chez Solidaris, c'est une gangrène dangereuse pour notre démocratie. Dans leur vie quotidienne, le lien entre l'action politique concrète et leur vie quotidienne, les violences que ces gens subissent au quotidien, n'est pas clair du tout. Et que les quartiers populaires sont un réservoir de voix pour toute une série de partis. Et l'action politique dans les quartiers est parfois très clientéliste. Ça déforce aussi le vote, puisque on dit si tu veux voter, tu auras un logement social, par exemple. Enfin, les dynamiques de clientélisme dans les quartiers existent, quoi, vraiment fort, quoi, de manière importante. Et donc ça vient déforcer la nature même du vote pour ces jeunes. Ils ne voient pas concrètement l'application dans leur vie quotidienne d'un vote, l'intérêt d'aller voter dans leur vie quotidienne, mais par contre, on leur dit que s'ils votent, potentiellement, ils vont pouvoir, leurs parents, bénéficier d'un logement social. Voilà. Et ça, c'est un fléau, pour moi. C'est un fléau dans les quartiers, une logique clientéliste. Ça ne ramène pas les gens au vote, ça les éloigne. Ça les éloigne fondamentalement, à court terme en tout cas, même si ces logiques clientélistes ramènent des votes, à long terme, ça crée de la désaffiliation importante. Je vois aussi, moi, des gens, pas tout le monde, mais déçus par certains combats emblématiques qu'il y a eu ces dernières années et où ils pensaient que ça allait provoquer un basculement radical. Et ces grands mouvements, on peut les comprendre, ils ont leur sens, mais il y a parfois des gens qui sont dans une fragilité d'appréhension des choses, qui font qu'ils pensent qu'en se mettant dans un mouvement comme ça, j'ai entendu des gens comme ça par rapport aux Gilets jaunes, j'ai entendu des gens comme ça par rapport à toute autre chose, ils avaient placé une espérance totale, tant leur désœuvrement est profond, hein, donc de nouveau je comprends. Désespéré. Il y a pourquoi désespéré. Donc, mais là il y a encore plus de désespérance parfois, parce que là alors c'est l'impression de se dire et en plus ce qui se fait comme ça spontanément avec les citoyens ne marche pas non plus. Donc je pense qu'on doit retisser du lien avec qu'est-ce que ça veut dire la politique. Peut-être. Oui, et puis la politique, qu'est-ce que c'est c'est normalement pas seulement un homme ou une femme politique derrière un mandat. C'est s'occuper de la cité collectivement, mais ça veut dire de la négociation, ça veut dire prendre des responsabilités, etc. Et je pense que les gens en font tous les jours de la politique dans leur quotidien. Ils en parlent, ils se questionnent, ils ont peur, ils ont envie d'interroger, ils ne sont pas d'accord. Mais c'est difficile aujourd'hui de la relier au fait que c'est ça, en amplitude, je veux dire qu'il faudrait remettre au goût du jour. La politique, qu'est-ce que c'est? La remettre au goût du jour, est-ce possible? Nous verrons très bientôt le signal qu'enverra la population belge à son monde politique à travers les urnes. En attendant, allons interroger ce que les jeunes pensent de cette politique et de ce droit fondamental que sont les élections. Voyons aussi ce que les plus vieux pensent de ce que pensent les plus jeunes. Vous me suivez? Ok, alors suivez-moi dans le prochain podcast.